Aujourd'hui, leur réseau couvre le monde entier. On les emmène partout avec nous. On les tient dans nos mains, on les met dans nos poches, dans nos sacs. On les emmène avec nous à la montagne, à la campagne, en ville, sur les plages. Leur réseau de satellites... Alors, la vidéo, elle vient à peine de commencer et je commence déjà à m'égarer. Bienvenue Nixonautes sur ma chaîne pour cette vidéo au sujet d'une histoire digne des plus grandes aventures de science-fiction. Cette Nixception est encore une fois assez spéciale. Donc je reprends. Aujourd'hui, ils sont partout donc. Ils nous servent à communiquer, bien sûr, mais aussi à jouer, à faire des photos et des vidéos, à nous informer, à réaliser nos démarches, à monitorer notre santé, à gérer notre compte en banque et à payer nos achats, etc., etc., etc. Bref, tu l'as compris, ce sont les téléphones portables. Cet objet est devenu si courant qu'à l'heure actuelle, il y a plus de numéros de lignes mobiles en circulation qu'il n'y a d'habitants dans le monde. Au moment où sort cette Nixception, les téléphones portables sont absolument partout. Mais pour les personnes nées dans les années 80 ou avant, ce n'était pourtant qu'une idée qui relevait de la science-fiction. Alors comment en est-on arrivé là ? Comment un vulgaire gadget de série télévisée est-il devenu l'un des objets les plus essentiels de la vie de tous les jours ? Un objet dont on commence à se servir dès notre plus jeune âge et un objet dont on a bien du mal à se passer ne serait-ce que durant quelques jours. Faisons un petit saut dans le passé. Nous sommes le 3 avril 1973 à New York, au coin de la 6e avenue, devant l'hôtel Hilton. Un homme, Martin Cooper, ingénieur chez Motorola, s'apprête à révolutionner le monde avec une masterclass de trolling. Alors, on s'arrête un instant pour faire connaissance avec Martin. Martin Cooper voit le jour le 26 décembre 1928 dans l'agréable bourgade de Chicago aux États-Unis. Voilà, agréable, bourgade, Al Capone, tout ça. À quelques mois du début de la Grande Dépression, vraiment chouette comme environnement de départ. Néanmoins, ça n'empêche pas Martin d'avoir une enfance heureuse. C'est un gamin extrêmement curieux qui cherche à comprendre le monde qui l'entoure et la façon dont il fonctionne. Un jour, alors qu'il est âgé de 4 ans, il aperçoit un groupe d'adolescents qui s'amusent à faire brûler du papier en concentrant les rayons de soleil à l'aide d'une loupe. Et ça le fascine. Il rentre alors chez lui et s'empresse de tenter de reproduire l'expérience. Pour ça, il casse une bouteille de soda en verre et en récupère le fond pour en faire une loupe. Cette expérience sera un échec retentissant et tout ce que récolte Martin, ce sont quelques coupures. Mais cet événement n'altérera en rien sa curiosité, bien au contraire. Autre exemple, Martin a 9 ans lorsqu'il apprend le concept de friction. Et que se passe-t-il dans l'esprit d'un enfant de 9 ans qui apprend ce principe ? Eh bien pour Martin en tout cas, ça le conduit à se dire que les trains qui parcourent les États-Unis pourraient être sacrément plus rapides si l'on parvenait à réduire la friction. Et il imagine un système de train sur aimant. Et c'est pas tout. Il comprend rapidement que même avec ce système, il reste de la friction, celle de l'air, que pour bien faire, il faudrait que ce système de train sur aimant circule dans des tunnels vides d'air. 9 ans, quand même. Tu le sens là, le nerd ? Et comme tout bon nerd qui se respecte, il y a autre chose que Martin apprécie, ce sont les œuvres de fiction. Et parmi elles, Dick Tracy. Dick Tracy, ce n'est pas forcément une œuvre hyper connue dans nos contrées européennes, même si elle a eu droit à des adaptations en séries, films et jeux vidéo. À l'origine, il s'agit d'un comic strip policier créé par Chester Gould et apparu pour la première fois le 7 octobre 1931 dans les pages du Detroit Mirror. On y suit les aventures d'un détective privé féru d'innovation qui n'hésite pas à utiliser les sciences forensiques et des gadgets incroyables pour résoudre ses enquêtes. Petit à petit, Gould va intégrer dans ses histoires de plus en plus d'éléments science-fictionnesques jusqu'à faire voyager son héros sur la Lune à bord d'un vaisseau spatial. Et parmi les gadgets de science-fiction utilisés par Dick Tracy, il y en a un qui fascine particulièrement le jeune Martin, c'est la radio bracelet. Martin est comme à peu près tous les amateurs de science-fiction, on s'est tous au moins dit une fois devant une œuvre de science-fiction « ça serait vraiment trop cool si cet objet existait vraiment ».
Et cet objet, pour Martine, c'est le fameux gadget qui orne le poignet de Dick Tracy, mais nous y reviendrons un peu plus tard. Martine grandit et finit le lycée. Il est toujours aussi curieux de savoir comment fonctionne le monde, aussi envisage-t-il de faire des études de physique. Seul problème, il découvre que pour être physicien, il faut un sacré niveau en chimie et la chimie, Martine, c'est vraiment, mais alors vraiment pas son domaine. De mauvaise grâce, Martine change son projet. Il deviendra ingénieur. Pour cela, il intègre le prestigieux Illinois Institute of Technology, dont il sortira en 1950 diplômé en sciences de l'ingénierie électrique. Martine a alors bientôt 22 ans et son pays participe à la guerre de Corée. Il faut savoir que pour financer ses études, Martine avait rejoint le corps d'entraînement des officiers de réserve. Ses études terminées, il décide donc de s'enrôler direction la Corée. Il servira durant un peu plus de 3 ans dans l'US Navy avant de revenir à Chicago pour enfin rentrer dans la vie active. Et pendant tout ce temps, Martine n'a pas oublié la radio bracelet de Dick Tracy. Alors c'est décidé, il va travailler dans les télécommunications. Si, c'est logique. Ça se tient. Et lorsque l'on veut travailler dans les télécommunications aux États-Unis, dans les années 50, il n'y a rien de mieux qu'AT&T, American Telephone and Telegraph. AT&T, à l'époque, ce n'est pas juste une entreprise de téléphonie parmi d'autres, non. C'est une véritable méga-corpo qui possède un monopole absolu dans le domaine des communications radio et qui a développé, en 1946, le concept de téléphonie cellulaire. Et ça, pour Martine, c'est le gâteau sur la cerise. Il va détester l'expérience. Rien ne convient à Martine au sein de l'entreprise. La structure est très stricte, extrêmement hiérarchisée et avec peu de place pour l'innovation. On arrive le matin à 9h pétantes pour travailler parmi 150 autres ingénieurs et quand retentit la sirène de 17h, tout le monde est prié de lever le camp manu militari. Martine va même assister à un événement qui va le conduire à détester la compagnie en elle-même. Un nouveau directeur est nommé à la tête de sa division. Problème, son rang social est moins élevé que celui de la personne qui le remplace. Alors pour marquer le coup, la direction générale fait enlever le tapis qui orne son bureau. Toi là, oui toi, on t'enlève ton tapis. Chop chop, hop. I can't face my loss, and I can't move right. Cruel. Donc là, c'en est trop pour Martine qui finit par démissionner après quelques mois. Non mais faut pas toucher le tapis quand même. Il rejoint une petite entreprise appelée Teletype Corporation, une boîte qui fabrique des téléscripteurs. Si tu ne sais pas ce que c'est, je te laisse chercher. Pas tout faire non plus. Il n'y restera de toute façon pas très longtemps puisqu'en 1954, Martine reçoit une offre d'une autre entreprise située à Schaumbourg, Illinois, Motorola Incorporated. À cette époque, Motorola est encore une relativement petite boîte qui fabrique essentiellement des produits liés à la radio et qui commence à avoir le vent en poupe dès la commercialisation en 1950 d'un modèle de télé grand public. Mais surtout, cette entreprise, c'est tout l'inverse d'AT&T. On y travaille dans une ambiance relaxe et nettement moins hiérarchisée. On échange entre les différentes divisions, on s'inspire, bref, Martin se sent cette fois comme un poisson dans l'eau, à tel point qu'il reste régulièrement au bureau, bien après la fin de journée de travail, pour discuter avec des collègues, échanger sur des idées ou confronter leurs problèmes. Martine se sent tellement bien qu'il décide même de reprendre ses études en parallèle jusqu'à obtenir sa maîtrise en sciences de l'ingénierie électrique en 1957. Mais il ne délaisse pas son travail pour autant puisque durant la même période, il déposera plusieurs brevets, comme celui d'un dispositif de section de signal, celui d'un radiotéléphone automatique à bouton pressoir destiné aux milieux ruraux américains ou encore un système de contrôle radio des feux de circulation. Bref, Martine vit sa meilleure vie chez Motorola, dont il gravit peu à peu les échelons jusqu'à être nommé responsable de la division chargée du développement des premières radios de police portables, qui seront déployées pour la première fois en 1967 à Chicago. Il y a autre chose qui se produit à cette période, la sortie sur les écrans de télévision de Star Trek en 1966. Je vais pas te faire l'affront de te présenter cette série mythique, mais pour Martine, c'est
c'est un choc. Voir le capitaine Kirk utiliser un objet qui tient dans le creux de la main pour communiquer avec son équipage lui rappelle sa fascination pour le radio-bracelet de Dick Tracy. Et encore une fois, il se dit que ce serait vraiment trop cool de disposer de ce genre d'objet, de pouvoir communiquer avec n'importe qui de manière quasi instantanée, peu importe où on se trouve. Et puis, en 1971, va se produire un événement qui va bouleverser les choses. Je te préviens, on va entrer dans une partie un petit peu technique de l'histoire, et contrairement à Martine, je suis pas ingénieur. Donc, je vais nécessairement faire de gros raccourcis, et donc ce sera pas tout à fait juste. Je te présente par avance mes excuses si tu es calé en radio, parce que tu risques de faire des bons en m'écoutant, en fait. Sur ce, reprenons. Je te l'ai dit un petit peu plus tôt, dès 1946, AT&T avait commencé à développer le concept de téléphonie cellulaire. En très gros, l'idée qu'il était possible d'utiliser des fréquences radio divisées en petites zones géographiques, appelées cellules, reliées entre elles par un système d'antennes, pour faire voyager des communications vocales plutôt que de les faire passer par des impulsions électriques, donc par des fils. Jusqu'à présent, AT&T n'avait pas trop insisté sur cette technologie. Certes, la compagnie avait lancé à la fin des années 40 un proto-service de téléphonie mobile, mais celui-ci fonctionnait avec des téléphones de voiture, ce qui permettait de résoudre les problèmes de taille, de l'équipement et de sa batterie. Mais surtout, c'était plutôt imparfait. Les zones couvertes étaient très limitées et on ne pouvait l'utiliser que pour joindre un nombre restreint de numéros de téléphone. Bref, c'était plus un gadget pour personnes riches qu'une véritable révolution. Mais en 1971, donc, AT&T se dit qu'il serait peut-être temps de développer cette technologie, qu'il y aurait certainement un bon filon de billets verts à exploiter, en fait. Et pour ça, les têtes pensantes d'AT&T ont un plan. La technologie des téléphones de voiture, ils l'ont déjà. Ce qui pose réellement problème pour créer un business lucratif, c'est la couverture. Alors ils vont voir la Commission fédérale des communications, ou FCC en anglais et en abréviation, qui est l'organisme gouvernemental américain qui régule absolument toutes les communications, qu'elles soient radio, télévisées, filaires, par câble ou même satellitaires sur le territoire fédéral, mais aussi vers l'international. Et ce qu'AT&T demande à la FCC, c'est en gros de leur accorder le monopole sur l'utilisation des fréquences radio privées de télécommunications, ce qui leur permettrait de développer leur système de communication cellulaire et donc de résoudre le problème principal, c'est-à-dire que les téléphones de voiture manquent de couverture. Sauf que chez Motorola, on se rend vite compte que si la FCC accède à la demande d'AT&T, ça signifie une chose, être contrôlé par AT&T ou disparaître. Et oui, si tu travailles à développer des outils radio et que l'entièreté du réseau radiophonique privé de télécommunications est réservée à une autre compagnie, t'es mal. La situation est doublement inacceptable pour Martin. Déjà parce qu'il déteste AT&T depuis qu'il a travaillé chez eux et savoir que l'entreprise où il s'épanouit est menacée par eux, ça le rend colère quand même. Et puis leur vision de la téléphonie mobile, ce sont des téléphones de voiture et ça va à l'encontre du rêve de Martin, qu'il s'est forgé en suivant les aventures de Dick Tracy et du capitaine Kirk, celui de pouvoir communiquer avec n'importe qui de manière instantanée où qu'on se trouve. Au fur et à mesure de ses années de travail, Martin a compris une chose, qui lui a permis de mieux comprendre son attrait pour la radio bracelet ou pour le communicateur. Les gens sont fondamentalement mobiles. Quelques années plus tôt, lorsqu'il travaillait au développement du système de radio portable pour la police, le directeur de la police de Chicago lui avait dit « J'ai un vrai problème, Martin. Mes agents doivent constamment être en communication et la seule façon pour eux de parler est d'être dans leur voiture. Pourtant, les personnes qu'ils protègent marchent dans les rues. Comment puis-je garder mes officiers connectés tout en restant en contact avec la population ?» Et Martin comprit que ceci était vrai pour beaucoup d'autres secteurs d'activité, mais surtout que ça s'appliquait globalement à tout le monde. Il le résume ainsi. Les gens veulent parler à d'autres gens, pas à une maison, pas à un bureau ou à une voiture. Si on leur donne le choix, les gens demanderont la liberté de communiquer où qu'ils se trouvent, pas entravés par un horrible fil de cuivre. Bref,
Il était convaincu que la technologie cellulaire avait beaucoup mieux à offrir que des téléphones de voiture. C'est chouette, hein, quand je fais des voix. Déjà tout à leur lobbying, AT&T clamait à l'époque être la seule compagnie disposant des ressources et de la technologie pour opérer un réseau de téléphonie mobile et que cela justifiait qu'on leur donne le monopole. C'en était donc de trop pour Martin, qui savait que Motorola pouvait en être capable aussi. Mais ce n'était pas suffisant. AT&T était un monstre de ressources financières, humaines, par rapport à Motorola. Même s'il parvenait à créer le même produit, il suffirait à AT&T de baisser les prix jusqu'à un point où Motorola ne pourrait plus suivre et finirait par couler. Non, ce qu'il fallait, c'était quelque chose qui battrait le produit d'AT&T à plate couture. Ce qu'il fallait, c'était le rêve de Martin. Ce qu'il fallait, c'était un téléphone portable cellulaire sans fil. Mais faut pas traîner, mais alors vraiment pas. La FCC ne va pas tarder à délibérer sur la requête d'AT&T et il faut rapidement convaincre cette autorité que d'autres compagnies sont en mesure d'opérer un réseau de téléphonie cellulaire, qui plus est avec un meilleur produit. Martin parvient à convaincre son patron de se lancer dans l'aventure. Celui-ci lui laisse 90 jours et la coopération totale de toutes les divisions de chez Motorola pour construire un prototype. 90 jours, 2160 heures ou encore 129 600 minutes. Dis-le comme tu veux, c'est terriblement court pour concevoir une merveille de technologie pareille. Et bien sûr, tu le sais parce que sinon tu ne serais pas en train de regarder cette vidéo, Martin et les équipes de Motorola vont y arriver. Quasiment toutes les autres activités de l'entreprise vont être mises à l'arrêt, tandis que Martin semble avoir partagé sa vision avec l'intégralité de ses collègues. Tout le monde innove, miniaturise, design, bref, tout le monde s'acharne à faire rentrer l'énorme quantité de technologie qu'il faut pour permettre à 2 personnes d'avoir une communication téléphonique par onde radio dans un objet qui tienne dans la main. Et ils y parviennent en 90 jours. Et il faut battre le fer tant qu'il est encore chaud. Alors, les responsables de chez Motorola vont rapidement faire une première démonstration de tout cela à la FCC. Mais Martin sait qu'il faut encore bien plus que ça, qu'il faut marquer les esprits. Et nous revoilà donc le 3 avril 1973. Martin Cooper est au coin de la 6e avenue à New York devant l'hôtel Hilton. Il s'apprête à se rendre à une conférence de presse pour présenter son produit, mais avant, il a convié un journaliste radio pour une petite démonstration. Il tient dans sa main un objet baptisé DynaTAC, mais que tout le monde chez Motorola appelle la brique. Avec cette brique, il s'apprête à changer la face du monde. Il va passer le tout premier coup de fil à partir d'un téléphone portable cellulaire de l'histoire. Il sait que son prototype fonctionne, mais il est devant un journaliste, il ne peut pas se permettre que quelque chose se passe mal. Il n'a pas prévu qui appeler quand il sort un répertoire papier de sa poche et là, il a une illumination. Son coup de téléphone, il le réserve à Joel Engel. Joel Engel, c'est un technicien de chez Bell's Lab, la division d'AT&T qui travaille sur le réseau mobile de téléphone de voiture. Et Martin lui annonce « Hey frérot, devine d'où je t'appelle ? De la 6e avenue avec un téléphone portable personnel que je tiens dans ma main. » On imagine aisément le somme intergalactique d'Engel. Deg. Quelques années plus tard, en 1984, Motorola parviendra à concrétiser un modèle commercial, le prototype de Cooper, le Motorola DynaTAC 8000X. Un truc qui coûte la modique somme de 3 995 $, soit l'équivalent de 11 500 $ aujourd'hui, et qui pèse encore près de 800 grammes et prend 10 heures à charger pour environ 30 minutes d'autonomie. Comme le déclare malicieusement Martin à ce propos, il n'y a pas besoin de plus d'autonomie, parce qu'après 30 minutes, vous ne seriez pas capable de porter ce truc. C'est Martin. Et la suite, eh bien la suite, tu la connais. Au fil des années, la technologie va évoluer rapidement, très rapidement. Les téléphones deviennent de plus en plus petits, de plus en plus légers et surtout de plus en plus abordables. Les années 90 marquent l'entrée des téléphones portables dans la vie quotidienne. On peut s'en servir pour passer des appels et envoyer des messages, bien sûr, et on peut même commencer à jouer à des jeux rudimentaires. Le Snake,
La vision de Martine est bel et bien là. Les téléphones portables sont partout et permettent de téléphoner n'importe où, n'importe quand. Avec l'avènement du nouveau millénaire, les téléphones portables évoluent rapidement vers quelque chose que Martine n'avait peut-être pas prévu. L'introduction des smartphones transforme les téléphones portables en de véritables ordinateurs de poche, avec lesquels on peut désormais avoir accès à Internet, à une caméra, des applications pour tout et surtout pour n'importe quoi. Mais toujours est-il que tout cela a commencé avec un ingénieur de 44 ans qui a toujours cru que la science-fiction n'était en fin de compte qu'une lucarne sur l'avenir, en train de troller un rival. Aussi. Faut le souligner. Non, parce que c'était chouette quand même. Ah, c'était bien vu. Non, parce que c'est ça aussi qui est beau quand même. Beau jeu. Aujourd'hui, alors que nous tenons dans nos mains ces petits appareils lumineux, il est difficile d'imaginer un monde sans eux. Ces objets, autrefois rêves de science-fiction, sont devenus de véritables extensions de nous-mêmes, tissant un réseau invisible qui nous connecte les uns aux autres pour le meilleur et pour le pire parfois. Et pour le pire parfois. Le JT, ça. Et pour le pire parfois. Chaque appel passé, chaque message envoyé, chaque photo partagée est un hommage silencieux à Martine Cooper et à tous ceux qui ont rêvé d'un avenir où la communication serait libre et instantanée. Alors, la prochaine fois que tu saisiras ton téléphone, prends un instant pour t'émerveiller de cette révolution incroyable qui a changé nos vies. Car derrière chaque innovation se cache une histoire humaine, faite de passion, de curiosité et de rêves devenus réalité. C'est tout pour cette Nixception. N'oublie pas de t'abonner, d'activer la cloche, de laisser un like et un commentaire si le cœur t'en dit. Prends soin de toi, à bientôt. Et d'ici là, n'oublie pas d'explorer de nouveaux horizons avec la science-fiction. Can you prove that it didn't happen?